Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'OVI les méprises ou Objets volants identifiés les méprises. Qui dit nouvelle année, nouvelle décennie, dit aussi nouvelle version de cette émission qui va devenir une émission à part entière, telle que les éditions JT OVNI, Matin OVNI, Orbital News. Ainsi, Objets volants identifiés aura de nombreuses rubriques, telles que le sommaire détaillé de l'édition, le courrier des ODH Notes, les actualités des partenaires tels que le site Méprise du ciel, mais également l'interview de l'édition, les anecdotes de veillées ufologiques et aussi le tour du veilleur, c'est-à-dire nous vous emmènerons sur des spots intéressants pour faire des veillées ufologiques. Il y aura aussi la rubrique IFO Aéro qui ressemble à l'émission IFO, mais là ça sera donc présenté par Rémi Fauchereau qui est un passionné des avions et de l'aviation. Et ensuite nous terminerons par le dossier de cette édition. Donc, chers ODH Notes, bienvenue dans cette nouvelle version, repensée, retravaillée par les membres de l'équipe d'ODH TV. Passons dès à présent au sommaire. Au sommaire de cette édition, dans le courrier des ODH Notes, c'est Gilles Durand et Thierry Rocher, membres du SAU, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques, et Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens, qui s'en charge. Dans la rubrique Applications portables, ufologiques ou astronomiques, c'est Jenny T, modératrice de la page Facebook d'ODH TV, qui vous présente une application pour téléphone. Dans la question de cette édition, Gilles Durand vous parle du syndrome de Ramina-Grosby. Ensuite, c'est l'ufologue Jean-Louis Perrault qui vous présente une anecdote qu'il a eue en veillée ufologique. Puis, dans le dossier de cette édition, l'astronome Eclipse du site Astropléiade vous parle des OSI ou des objets spatiaux identifiés, autant dire les méprises dans l'espace. Je tiens à partager un dernier petit message pour celles et ceux qui n'écoutent ou ne regardent que les sommaires des éditions d'ODH TV. Merci de votre écoute et à bientôt. Et pour les autres, passons dès à présent au courrier des ODH Notes. Dans la nuit du 5 avril 2019, dans le nord de la Norvège, il y a eu un événement assez intéressant où 2 fusées sondes ont relâché dans la haute atmosphère des gaz. Pouvez-vous nous en parler ? C'est une expérience qui a été faite, je pense, en collaboration les Russes avec les Norvégiens, je ne sais plus exactement. Dans ces eaux-là, ouais, je pense. Enfin bref, en fait, ils ont tiré plusieurs fusées en même temps, avec chaque fois, disons, avec des paliers différents, où elles larguaient un gaz, un produit chimique en tout cas, et ça a donné des taches presque circulaires. Hein. Oui, vraiment, on peut dire qu'à la distance à laquelle elles ont été photographiées, elles sont circulaires. Peut-être que de plus près, elles auraient été un peu moins circulaires. Mais bon, ça a fait donc des taches qui se sont superposées dans le ciel. Et ensuite, on voit quand même bien les fusées qui retombent. Hein. Mais effectivement, ça a eu une influence. Les gens qui ont vu ça, ils se sont dit c'est extraterrestre ou c'est des ovnis, enfin voilà. Alors j'aimerais revenir sur une question qui a été posée, où tu étais là d'ailleurs avec Gilles Durand, concernant ce qu'il y avait eu en Norvège ou dans un pays scandinave dernièrement. Il y a eu l'envoi de fusées en haute atmosphère et ils avaient dégagé du barium et des éléments chimiques qui faisaient des... Tu avais vu les photos, des couleurs vertes et bleues. Qu'as-tu pensé en voyant cette vidéo ou ces photos ? C'est excellent pour faire des méprises dans le domaine ufologique. Hein. Et déjà surtout que c'est pas lumineux, c'est opaque. Oui, c'est entre parenthèses, c'est très joli. Moi j'ai vu sur Facebook, sur ma page Facebook, j'ai regardé les photos qui avaient transformé les sortes d'aurores boréales en aurores boréales bleu-violet.
Le violet, c'était joli, c'était très joli, et c'est là que j'ai vu que c'était des fusées qui avaient été tirées dans le ciel, en direction des aurores boréales, etc., avec des produits chimiques. Oui, mais ça se fait, bon, je sais pas, envoyer des produits chimiques sous forme de fusée, ça se fait depuis longtemps. Mais là, dans les pays scandinaves, c'est très joli, quoi. C'est très joli et ça fait d'excellentes méprises. Ça fait réfléchir aussi. Ça fait réfléchir, oui. Concernant le ou les phénomènes ovnis, est-ce que tu penses que certains ovnis observés, attention, je ne dis pas tous les ovnis, que certains cas pourraient être des produits chimiques envoyés dans la haute atmosphère? Il y a déjà eu même en France des fusées au magnésium, ou je ne sais plus quoi, qui avaient été envoyées dans le ciel de France, qui avaient été tirées depuis certains sites. Et puis ça avait fait la trace de la fusée qui allait un peu dans tous les sens, qui était non contrôlée. Ça avait fait une excellente méprise avec photo dans le journal, en première page et tout, avec le titre « Un ovni dans le ciel de je ne sais plus où ». Ah oui, ça fait des méprises, c'est certain. Et puis c'est facile à photographier, ça rend bien la photographie, ce genre de choses. Mais comme on en a parlé en off, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc il y a eu plein de lâchers de gaz dans l'atmosphère pour faire des expériences, hein, pour donc ensuite récupérer des échantillons, etc. On lâche du barium, et la première qui a fait l'objet d'un rapport OVNI, c'est en 1971 en France, la fusée Tiber tirée depuis le centre d'essai des Landes, qui en atmosphère a lâché du barium. On pourrait dire que ça ressemblait un peu à une aurore boréale, quoi, hein, quelque chose dans ce goût-là. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a encore un nouveau type de méprise et que finalement il y a tellement de choses liées aux activités humaines, directes ou indirectes, aux activités terrestres, naturelles, aux interactions humaines et terrestres, que ça augmente les possibilités de méprise, mais ça augmente aussi les possibilités d'étude et de vérification. Ça, c'est intéressant. Parce que justement, un des buts de l'ufologie, c'est aussi de faire le tri parmi les témoignages, mais en même temps de mieux comprendre face à quoi on est confronté. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à utiliser et à étudier en détail, c'est les cas d'observation expliqués. Parce que les cas d'observation expliqués permettent d'analyser les cas inexpliqués et de voir le processus de l'information, d'affiner l'étude de ce processus, justement de nous permettre d'évoluer dans notre pratique de l'ufologie, dans notre approche des témoignages et devenir plus aguerri, plus à l'écoute du détail et savoir quoi récupérer dans les informations, qu'elles soient de terrain ou de témoignage. Donc les cas expliqués ont une utilité, il ne faut pas les rejeter. Voilà. Application portable. Bonjour les EDH Notes, ici la modératrice de la page Facebook. Je vous signale qu'il existe une application, Heavens Above, téléchargeable gratuitement sur vos téléphones, sur laquelle vous pouvez suivre Starlink et d'autres satellites. Cela évitera les méprises. Peux-tu nous parler du syndrome de Ramina-Grosby? Donc Ramina-Grosby, c'est la dissonance cognitive, c'est-à-dire le croyant en l'hypothèse extraterrestre ou une hypothèse exotique retombe toujours sur ses pattes, comme le chat. Toujours est-il qu'un chat qui tombe de quelque part, d'une table ou d'ailleurs, il va retomber sur ses pattes. On connaît maintenant comment ça se passe, mais l'ufologue est pareil. Tu dis à un ufologue que ton cas, tu l'expliques, le cas qu'il te présente, tu peux l'expliquer, il va retomber sur ses pattes en disant
Oui, vous dites que c'est la Lune, mais moi je vous dis que c'est du mimétisme. C'est un ovni déguisé en Lune. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'argumentaire que tu peux développer autour de ça? Moi je sais que peut-être il y a des gens qui ont un argumentaire. Moi j'aimerais bien connaître ces gens, enfin, je connais les argumentaires de ces personnes qui peuvent s'opposer au mimétisme. Et moi je dis que quand on te met dans la figure, qu'on te met devant toi le mimétisme sous les yeux, on dit c'est du mimétisme, je ne sais pas quoi répondre. Ça c'est de la vraie dissonance cognitive. Tu mets la preuve devant les yeux des gens et eux te mettent devant les yeux le mimétisme. Eh bien tu trouves une échappatoire pour ne pas avoir l'air ridicule et garder ta contenance et garder ta croyance. Tu vas toujours trouver quelque chose. C'est vraiment la dissonance cognitive. Je retrouve à présent Jean-Louis Perrault, ufologue et également membre du Sceau, qui va vous partager une anecdote de veillée. Là encore dans mes jumelles, un soir donc nous étions sur notre site de l'observatoire. Je regarde du côté de mon gueux, je vois une petite lueur qui apparaît, je braque, je vois la Lune sortant dans l'intérieur de la Terre. Et alors une magnifique Lune monstrueuse, alors là bien terrifiante, Lovecraftienne. Alors là le style les monstres arrivent, quoi, tu vois. Ça a duré presque une minute. Hein. L'illusion, et qu'ensuite, pour qu'elle monte derrière la colline et commence à avoir un halo normal. Mais vraiment, pendant une bonne minute, c'était une extraordinaire vision. Dans le dossier de cette édition, l'astronome Eclipse va vous parler des objets identifiés ou des méprises dans l'espace. Alors, dans certaines vidéos sur l'émission de la navette STS, ou l'émission, ou d'ISS, on peut voir des objets volants qui sont sujets à des fantasmes ufologiques. Alors, que sont ces objets ? Alors c'est vrai que quand on regarde certaines vidéos sur internet qui montrent des moments divers et variés au cours de ces missions, donc les missions à bord de la station spatiale ou autrefois à bord de la navette spatiale, on voit effectivement des petites choses, des objets un peu étranges qui se baladent en arrière-plan entre la Terre et la station, ou sur un fond noir qu'est le ciel, on voit ces formes blanchâtres ou grisâtres qui se baladent, sans qu'on sache vraiment ce que c'est, puisqu'effectivement les caméras et autres enregistreurs utilisés lors des missions ne sont pas toujours en haute résolution. Donc on peut se poser cette question, c'est tout à fait légitime, mais il faut savoir que ce qu'on voit de manière aléatoire, ce sont très souvent des débris. Par exemple, lorsque les navettes volaient, donc ça date d'il y a quelques années déjà, hein, puisque la dernière navette a décollé, je crois, en 2011. Donc à cette époque, il n'était pas rare de voir ces sortes d'objets, de débris volés de manière un peu hasardeuse, et ça venait en fait alors pas de la navette elle-même, mais du lanceur. Il faut savoir qu'avec la différence de température qui s'opère entre le moment du décollage et l'arrivée de la navette en orbite, le changement de température est tel que on a alors comment le décrire, alors je sais pas si j'aurai les mots exacts pour le préciser, mais en fait on a de la glace. On a de la glace qui se produit, qui apparaît à la surface du lanceur. Et en fait ces morceaux-là, ce sont des plaques en fait qui retombent naturellement au moment du décollage. Alors dans l'espace il y en a très très peu des trucs comme ça, mais il y en a. Parfois ça peut aussi être des outils. Il est déjà arrivé que certains astronautes égarent malencontreusement un outil ou même une boîte à outils, hein, c'est déjà arrivé.
Des fois, on les voit sur les caméras, ça arrive. Alors, certains de ces objets sont suivis par la NASA. On peut suivre leur trajectoire. D'autres non. Mais dans tous les cas, ces objets ne sont pas très très nombreux. Et donc, ils ne représentent pas une menace exceptionnelle. Si on les voit en vidéo, bon, évidemment, cela signifie que ces objets sont proches de la station ou de la navette, mais il n'y a pas de danger immédiat. Dans tous les cas, pour essayer de répondre un peu mieux à ta question, Gilles, ce qu'on voit sur ces vidéos, ce ne sont pas des vaisseaux, ce ne sont pas des satellites non plus. Les satellites en orbite autour de la Terre sont beaucoup plus éloignés que ce qu'on pourrait penser. Ils sont très très loin de la station. À l'époque où la navette spatiale était en fonction, c'est pareil, la navette n'allait pas aussi loin que les satellites. Donc, ces débris, ces objets ne sont pas des satellites. Ce ne sont pas des télescopes spatiaux non plus, ce ne sont pas des astronautes égarés, et je ne pense pas que ce soit des véhicules non plus, dans la mesure où l'analyse de leur envergure, l'approximation de leur dimension, de leur taille, permet de dire que des objets aussi gros seraient différents. Visuellement, des objets comme une capsule ou comme une navette ou je ne sais pas moi, comme un satellite, admettons. Même s'il existe aujourd'hui des satellites aussi grands qu'une pomme ou une orange, c'est quand même assez rare. Et donc les satellites qui majoritairement sont plus gros que cela seraient identifiables facilement. Ces objets qui nous paraissent flous et très peu détaillés ne sont pas de gros objets. Les astronautes, c'est pareil, on n'égare pas les astronautes dans l'espace. Déjà, il y en a peu dans la station. À l'époque de la navette, c'est pareil, l'équipage était très restreint, donc évidemment, ça se saurait si on avait laissé un humain dans l'espace. Alors je le dis en rigolant, mais c'est quand même intéressant de le vérifier. Pour ceux qui se poseraient la question, il n'y a pas d'équipage qui se balade librement autour de la station, c'est toujours contre les parois de l'ISS. À l'époque de la navette, il y avait toujours un lien, comme un cordon, souvent par le bras de la navette d'ailleurs, entre les astronautes et la navette, ce qui fait que ces objets qu'on voit ne sont pas des choses extraordinaires comme un astronaute perdu ou un véhicule qu'on aurait laissé passer comme ça. Bon, alors le côté vaisseau spatial et soucoupe volante, ça je l'écarte direct, tout simplement parce que c'est totalement irrationnel. Il faut bien se dire que si on avait des objets de ce genre, aussi près de la Terre, on n'aurait pas besoin des caméras de l'ISS pour les voir. C'est-à-dire qu'une simple paire de jumelles, un simple télescope, même d'amateur, permettrait de le voir. Quand on voit ces objets, le plus souvent ils sont éclairés, et ce n'est pas un éclairage qui provient uniquement de la station. Ça vient aussi du Soleil. Donc ces objets-là, on pourrait les voir. Pas forcément facilement, mais on les verrait quand même. On n'aurait pas nécessairement besoin des caméras de la NASA ou de l'agence spatiale russe. Donc si on avait un vaisseau spatial ou une soucoupe volante ou je ne sais quel autre véhicule extraterrestre au-dessus de nous, on n'aurait pas attendu ces caméras pour s'en rendre compte. Et je pense aussi que d'autres personnes que les passionnés l'auraient vu également. Pour ce qui est des véhicules que j'ai cités, des véhicules qui permettent d'expérimenter des techniques ou des technologies, ça il faut savoir que ça existe. Il y a plus de secrets là-dessus. Je vais donner un exemple assez connu, qui est la navette X-37B. Alors il y a eu plein d'évolutions, hein. Avant cette navette il y en avait d'autres. Il y a certainement d'autres versions qui sont sorties entre-temps. Ça on le retrouve sur internet assez facilement. Au départ effectivement, ce genre de mission était tenu au secret. Mais il faut savoir que partout dans le monde, il y a des observateurs, des astronomes, qui sont spécialisés dans le suivi de satellites et autres objets artificiels en orbite autour de la Terre. Et tout ce qu'on envoie dans l'espace est cartographié. Les trajectoires sont connues et archi-connues. N'importe quelle personne civile peut y accéder. Il suffit de rechercher sur Internet avec des mots-clés pertinents, et on peut trouver les bases de données qui permettent de pratiquer cette activité. Donc, quand il y a un objet qui est nouvellement lancé, évidemment il est positionné sur une trajectoire nouvelle, pour éviter les collisions, et donc on peut le repérer facilement. Ce qui est encore plus flagrant, contrairement à ce que pensait l'armée américaine à l'époque, avec le X-37B, c'est que quand un objet est envoyé secrètement, en fait c'est la même chose. On finit tôt ou tard par le voir, et comme il n'est pas référencé, le plus souvent, certains astronomes se disent « Mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'astronomes qui s'intéressent à ça, et donc il y a une recherche permanente d'objets nouveaux. Alors les satellites, on en envoie tous les mois, c'est vrai, mais on n'en envoie pas tous les jours non plus. Donc ces recherches-là sont tout à fait captivantes, et pour revenir sur le X-37B,
À l'époque, il a été détecté comme ça. Personne n'était au courant. C'est l'armée américaine qui l'a envoyé. Donc ce n'était pas un lancement via la NASA, mais via l'USAF. Et le X-37B a été envoyé dans l'espace. Au début, personne ne le savait, mais les astronomes l'ont détecté. Depuis, l'armée a été obligée d'avouer qu'effectivement, ils ont envoyé un véhicule spatial dans une orbite plus ou moins connue. Et on sait que cette navette, puisque c'est une navette certes robotisée, mais c'est une navette quand même, un peu comme un drone spatial, hein, si je puis dire, on sait que cette navette comporte des outils, du matériel militaire voué à des expériences essentiellement technologiques. Ça on le sait puisque l'armée l'a avoué. Alors après c'est sûr, on peut partir dans les complots et penser que l'armée a menti, c'est pour nous duper, etc., pour pas avouer ce qu'il y a réellement. Mais il faut quand même savoir qu'à plusieurs reprises, l'armée américaine a tenté de changer la trajectoire de l'objet pour ne plus qu'on le voie, pour ne plus qu'on le détecte. Ça ne marche pas, on le trouve à chaque fois. Mais pour faire le lien avec la question initiale, des objets comme le X-37B n'évoluent pas à proximité de l'ISS. Il y a une rumeur qui a circulé il y a quelque temps, une rumeur qui disait que le X-37B s'était approché de la station spatiale chinoise. Mais cette rumeur disait aussi qu'on ne savait pas pourquoi la navette s'était approchée autant. Certains pensent à de l'espionnage, tout simplement, pour étudier la structure chinoise de plus près. On ne sait pas, on ne peut pas confirmer, de toute façon il n'y a pas grand monde là-haut, et même la station chinoise, dans sa version de l'époque, n'était pas toujours habitée. Donc, voilà, il y a des objets qui effectivement peuvent s'approcher de l'ISS, des objets qui effectivement à l'époque de la navette auraient peut-être pu s'approcher, avant le X-37B, on avait déjà des navettes similaires, mais c'est quand même rarissime. Et de toute manière, lorsqu'elles s'approchent, ce n'est pas si près que ça, puisqu'il y a toujours une marge de manœuvre, un risque de collision. On calcule cela avec grande précision, les distances sont très très précises, mais il peut toujours y avoir une erreur d'interprétation, une erreur de calcul malgré tous les moyens mis en œuvre, et donc au regard des coûts d'envoi de ces objets, au regard du coût de ces missions, il est totalement exclu de prendre des risques au point de potentiellement détruire l'objet ou l'endommager. La navette X-37B, on en a envoyé une ou deux. On n'en a pas envoyé des dizaines et des dizaines parce que ça coûte cher. Donc la NASA et les autres agences spatiales n'ont aucun intérêt à faire approcher des véhicules aussi près de l'ISS. Alors c'est vrai que pendant de nombreuses années, on avait des caméras qui n'étaient pas en haute résolution. Et donc ces objets qui sont vus de loin, et qui, comme je l'ai dit, ne sont pas nécessairement des véhicules, ces objets ne pouvaient pas être identifiés clairement. On peut retrouver ces vidéos sur YouTube, sur Dailymotion, etc. Et malheureusement, ces vidéos ne sont pas concluantes puisqu'on manque de résolution. Aujourd'hui, avec des caméras assez récentes, ça a changé. Sur mon site Astropléiade, par exemple, on a accès en direct aux caméras de l'ISS. C'est un accès gratuit, ouvert à tous, évidemment, avec autorisation. Autorisation que j'ai obtenue pour les internautes, hein, j'entends. Donc tout le monde peut y accéder à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ces caméras sont en réseau. Il y en a plusieurs, donc les points de vue changent. Et des fois, effectivement, on voit certains de ces objets. Sauf que maintenant, comme les caméras sont en haute résolution, on se rend beaucoup mieux compte de ce que sont ces objets, ou de ce qu'ils ne sont pas en l'occurrence. Et si un jour on venait à trouver un ovni, c'est possible après tout, on peut très bien un jour voir sur les images quelque chose qu'on ne connaît pas. Il est fort à parier que sur l'orbite de la station spatiale, ces objets finiraient quand même, tôt ou tard, par être identifiés. Je citais la boîte à outils, des fois ce sont voilà, des morceaux de matière ou des objets qui ont été utilisés et dont on n'a plus besoin, qui ont été libérés durant des missions précédentes par exemple. Ça c'est déjà arrivé. Ça pourra encore se produire d'ailleurs, et si je suis en train de penser aux collisions de satellites, ça peut aussi engendrer des débris qui pourraient arriver à proximité de la station spatiale. Ça s'est déjà produit. Plusieurs fois dans le passé, l'ISS a dû être dévié momentanément pour éviter certains débris, pour éviter des collisions. Mais ces objets, malheureusement, n'ont plus rien de sensationnel. À une époque où on pouvait encore se poser la question, je dirais que les techniques d'aujourd'hui, notamment la montée en gamme des capteurs, permet aujourd'hui d'avoir une réponse un peu plus concrète, certes beaucoup moins sensationnelle, mais qui permet d'éloigner certaines théories qui auraient pu être fort intéressantes.
Voilà, c'est la fin de cette édition, donc Ovi les méprises numéro 8, et aussi nouvelle version. Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe d'ODH TV, mais également tous les veilleurs, astronomes amateurs, de nous avoir aidés à faire cette nouvelle version. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition, et à très bientôt sur ODH TV.